Bienvenue à cette conférence du programme Fabacé qui s'intitule « Empreinte énergétique de 1000 fermes françaises, mieux comprendre pour mieux agir ». Je suis Romain Béhagel, donc le directeur du programme Fabacé, et je fais partie de l'équipe FEV, qui est la foncière agricole qui accompagne l'installation de la nouvelle génération d'agriculteurs et qui porte ce programme Fabacé. Nous allons, durant 7 heures, vous présenter le diagnostic des 1000 premières fermes françaises que nous accompagnons dans le cadre du programme Fabacé et vous présenter bien sûr les leviers d'action que ces 1000 premières fermes ont sélectionnés pour tendre vers des situations d'économie d'énergie, vers des situations plus sobres en consommation énergétique et en intrants. Dans un premier temps, Jean-Luc Bauchu, donc, qui fait partie de l'équipe Solagro, qui est un coporteur du programme à nos côtés, qui est responsable des sujets agriculture et énergie à Solagro, va nous poser le cadre, nous rappeler les enjeux, l'agriculture et l'énergie, so what. Ensuite, je reviendrai rapidement pour vous présenter le programme, comment est-ce qu'on opère. Et ensuite, on passera la main à Adrien Heitz, qui fait aussi partie de l'équipe FEV, qui est en charge du parcours technique et qui va zoomer sur 3 productions qui sont les plus représentées dans cette première promotion. Donc les bovins laits, les viticulteurs et ceux qui sont en grande culture. Et donc je pointais vers nos 3 amis à droite, puisque justement ensuite on passera la main pour terminer sur la dernière demi-heure de cette intervention, justement auprès de 3 animateurs qui chacun accompagnent un groupe, donc bovins laits, viticulteurs et grande culture, donc Judith, William et Paola, qui se présenteront un petit peu plus longuement quand ça sera leur tour, et qui vont nous expliquer très concrètement qu'est-ce que ça veut dire de rejoindre le programme, comment on définit un plan d'action et comment on met tout ça en ordre de marche. Et on se gardera 10 petites minutes à la fin pour des questions, donc notez bien vos interrogations, vos questions, vos remarques, on les traitera avec grand plaisir. Alors, Jean-Luc, je pense que dans cette salle, on est à peu près tous au courant des enjeux en matière de CO2 quand on parle de la ferme France. Je pense qu'on sait tous que c'est un gros poste d'émission en CO2, la ferme France, le deuxième émetteur en CO2 après les transports. On sait aussi qu'il y a un potentiel aussi de décarbonation dans l'agriculture. Dès aujourd'hui, c'est 20% des ENR qui sont produites par les fermes en France. Donc ça, c'est côté CO2, mais quand on parle kilowattheure, quand on parle consommation énergétique, c'est quoi vraiment les enjeux de la ferme France ? Bonjour. Donc les principaux enjeux, et on va parler d'énergie et d'énergie directe et indirecte. Cette slide essaye de résumer beaucoup de chiffres dans un premier temps, mais planter un peu le cadre. Donc la ferme France, on va dire, ou tout au moins les exploitations agricoles françaises, consomment à peu près la moitié de ce qu'on appelle les énergies directes et les énergies indirectes, que je vais détailler juste après. Donc les énergies directes, c'est assez simple, c'est ce qu'on paye, c'est classiquement la facture que les agriculteurs payent, donc c'est 45 TWh, c'est 3% seulement, on va dire, de l'énergie consommée par la France, donc c'est petit en termes de volume, contrairement à ce que tu évoquais juste avant Romain, c'est pour les gaz à effet de serre, c'est à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre, parce que les exploitations agricoles elles n'émettent pas que des gaz à effet de serre issus de l'énergie, mais aussi issus des engrais et des animaux en particulier. Donc pour revenir sur l'énergie directe, donc 3% seulement, et puis du coup la principale composition, on va dire, de ces énergies directes, c'est d'abord le GNR, soit quasiment les 2/3, enfin les 3/4 à peu près, de cette consommation, c'est le gazole donc non routier, utilisé dans les tracteurs, les machines de récolte, ensileuses, etc., etc. Donc c'est le gros morceau. Suit derrière, entre guillemets, la partie électricité. C'est aussi un autre gros morceau dans tous les aspects, dans toutes les applications à la ferme, mais aussi au champ. En particulier, on pense à l'irrigation, qui sont principalement avec du moteur électrique. Et puis après, on retrouve un peu de gaz naturel, un peu de GPL, donc de gaz de pétrole liquéfié, donc du propane-butane, qui sont donc utilisés beaucoup dans les serres, dans le chauffage des serres, mais aussi en élevage, dans la partie chauffage des bâtiments avicoles, en particulier volailles de chair. Donc on chauffe avec des radiants, etc. Et puis le dernier point, le dernier type d'énergie, c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables thermiques, donc les ENR thermiques, qui pèsent à peu près 10%, et qui sont un mélange entre de l'utilisation du bois énergie, du bois de chauffage dans des serres, dans différents types d'applications agricoles, on va dire, mais le gros morceau, c'est quand même dans les chauffages des serres, et aussi un peu de géothermie ou des choses comme ça, mais qui sont assez marginales.
Voilà. Donc ça, c'est ce que la consommation. Combien ça coûte? Eh ben, l'objet, grosso modo, c'est le prix de l'énergie. Tout le monde a suivi un peu les évolutions récemment. Donc 5,5 milliards d'euros estimés donc, en 2024. Sachant que l'ensemble de la France consomme 58 milliards d'euros de factures énergétiques, donc d'importation d'énergie. Et ça représente à l'échelle d'une exploitation agricole à peu près 16 500 euros donc, en 2024. Vous voyez, je vous ai remis les pourcentages. Il y a un peu une différence, bien sûr, entre la partie consommation d'énergie, donc qui s'exprime en watt-heure, kilowattheure, etc., et de la partie des coûts, parce que l'électricité qui était à 15% de la consommation, devient 26% des charges énergétiques. Donc l'électricité coûte cher. C'est vrai dans toutes les applications. Ce n'est pas spécifique à l'agriculture, mais c'est vrai un peu dans toutes les applications. Voilà, ça c'est la partie énergie directe. L'autre volet, c'est la partie énergie indirecte, donc à peu près l'autre moitié des consommations. Et on a décidé de faire le focus principalement sur les deux gros morceaux que sont les engrais, les aliments et les amendements apportés sur les sols, d'une part, et d'autre part, les aliments du bétail qui sont importés par les exploitations agricoles. Donc les deux font au total à peu près autant que la consommation d'énergie directe en termes d'énergie. Donc 30 TWh pour les engrais. Donc c'est le plus gros des morceaux, c'est 36% de l'énergie primaire de l'agriculture. Concrètement, c'est quoi? C'est 1900 milliers de tonnes, donc millions de tonnes d'azote. 350 000 tonnes de potasse et à peu près pareil de K2O, pour donner les deux grands chiffres de manière un peu approximative. C'est ce qui était notamment acheté et ce qui est livré par les unités, l'UNIFA, donc l'Union de fabrication des engrais et des amendements. Et puis ça représente un poste de consommation à peu près au moins équivalent donc au poste de consommation d'énergie directe, 5 milliards d'euros en 2024 là aussi. Et c'est en baisse, on le verra après sur les indices d'évolution des prix, mais c'est en baisse, mais ça reste encore 30% supérieur à l'année 2020, qui était une année antérieure, bien sûr, entre autres aux événements de la Russie, de l'Ukraine. L'autre morceau conséquent, c'est aussi les aliments du bétail. Donc pour fabriquer les aliments du bétail, il faut de l'engrais, il faut des carburants et d'autres choses. Ça représente 10 milliards d'euros pour la partie, donc les achats d'aliments du bétail des agriculteurs de France, et ça représente aussi 10% de l'énergie primaire. Donc en termes d'enjeux, le total, et vous avez après le graphique des bâtons étalonnés avec les milliards d'euros et les térawattheures, donc les consommations d'énergie. Donc au total, c'est 20 milliards d'euros qui sont dépensés par les agriculteurs en France pour ces questions d'énergie directe et d'énergie indirecte. Et ça représente 35% des charges, globalement, des exploitations agricoles, des consommations intermédiaires et 20% du chiffre d'affaires. Voilà pour ces questions-là. Oui. Et donc, juste pour passer le relais après sur des questions plus détaillées pour rentrer dans le programme, ce qui nous intéresse, bien sûr, tout le monde a vécu, et tout le monde agricole a vécu, et tous les autres secteurs aussi, les phénomènes de crise de l'énergie, en particulier liés à la guerre en Ukraine. Et pour vous donner des repères, effectivement, par rapport aux exploitations agricoles, on a ces courbes qui sont des courbes d'indice de prix des produits et des intrants agricoles, donc des produits agricoles et des intrants. Là, j'ai fait le focus sur les 4 énergies qu'on a vues, directes ou indirectes. Et je vous ai marqué les maxima, entre guillemets, de chacun de ces pics. Le graphique, vous voyez, ils sont toujours sur la même période. La dernière année, c'est l'année 2025, donc les données les plus récentes. Et on voit effectivement que le GNR est passé par un pic, mais c'était il y a un peu plus d'un an et demi. L'électricité, le pic a été légèrement décalé de grosso modo un an. Les engrais, on a à peu près le même pic et tous les agriculteurs s'en sont aperçus dès le démarrage de la guerre en Ukraine avec la fabrication des engrais en Russie qui ont pris une flambée directement. Et les aliments du bétail, c'est un petit peu décalé, entre guillemets, parce qu'on décalé dans le temps, mais c'est venu un an après, grosso modo, suite aux récoltes en particulier des cultures de l'année précédente en engrais, etc. Donc l'enjeu principal, effectivement, quand on parle d'économie d'énergie, c'est certes un enjeu d'améliorer cette indépendance énergétique, c'est-à-dire consommer moins d'énergie, être plus autonome en énergie, mais c'est surtout aussi un enjeu d'économie, au sens économie des exploitations agricoles, pour être effectivement moins dépendant de l'extérieur, que quand il y a des élévations de prix, des évolutions de coûts des intrants, etc., du coup ça se répercute un peu moins si on en achète un peu moins, et surtout si on a quelques alternatives, entre guillemets, qui permettent d'être plus résilients au niveau des exploitations agricoles. Merci Jean-Luc. Donc pour terminer sur ce cadre que l'on vous pose pour bien comprendre la suite de ce qu'on va vous partager, face à ce constat-là que Jean-Luc vient de nous présenter, FEV, accompagné de Solagro et de l'AREC Occitanie, nous avons monté le programme Fabacé, donc qui vise
à accompagner des groupes d'agriculteurs sur 3 ans pour qu'ils puissent faire des économies. Donc faire des économies, comme l'a dit Jean-Luc, c'est sur des consommations dites directes, le GNR, le gaz, l'électricité, et surtout les postes de consommation dits indirects, ce sont les intrants que l'on met dans les champs et puis les aliments pour le bétail. Ce que l'on propose à chacun des groupes d'agriculteurs que nous accompagnons, c'est d'aller chercher une amélioration de 15% par rapport à leur point de départ. Donc en jouant sur ces différents postes de consommation. Comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? On vient prendre en charge le poste d'animateur des groupes. Chaque groupe a un animateur dédié qui est pris en charge par le programme. En moyenne, un animateur chez Fabassé va accompagner 2 groupes. Ça représente un tiers-temps sur l'année qui est dédié aux missions Fabassé. Donc on mise avant tout sur l'accompagnement humain pour aller chercher les changements que l'on souhaite sur les fermes. Le deuxième poste, c'est la montée en compétences au global, structurer tout un corpus de ressources pour les animateurs et les agriculteurs, animer des rencontres à distance, en présentiel, pour que le partage d'expérience, le partage de savoir puisse se faire. Et enfin, une aide à l'investissement. Chaque groupe qui est accompagné par le programme a 13 600 € à sa main pour investir dans les petits investissements qui font qu'on arrive à passer à l'action. Ça peut être des analyses de sol pour mieux comprendre le point de départ, se fixer des objectifs plus précis en matière de qualité des sols. Ça peut être des formations spécifiques, des voyages d'études, des petits matériels de mesure. Voilà. Donc aujourd'hui, on en est où? Au bout de 18 mois de fonctionnement opérationnel du programme, nous avons 3000 agriculteurs qui sont accompagnés par le programme, qui se sont mis en 250 groupes, donc à peu près une douzaine d'agriculteurs, et qui sont animés par 140 animateurs. Donc l'accompagnement du programme Fabassé, il est centré sur le groupe. Le parti pris, c'est le groupe que l'on fait avancer ensemble, avec comme pierre angulaire les animateurs. Et nous avons 3 piliers qui sont assez structurants dans ce que nous proposons à nos lauréats. Donc la montée en compétences via la formation en continu, l'accompagnement en situation concrète au quotidien, que ce soit auprès des animateurs et s'il faut même auprès des agriculteurs. Et enfin, d'essayer de faire prendre au maximum la mayonnaise de cette communauté technique, des 3000 agriculteurs et puis des 140 animateurs qui les animent au quotidien, pour qu'on puisse vraiment faire jouer au maximum le challenge entre pairs, l'entraide et la mise en commun. Le programme Fabassé, je l'ai dit, est porté par FEV, qui est donc la foncière agricole, avec Solagro, qui est notre caution technique et qui nous outille pour le diagnostic énergétique, et enfin la REC Occitanie, qui a été au démarrage aussi du programme à nos côtés. Je passe maintenant la parole à Adrien. Quand vous rentrez dans le programme, le premier rendez-vous qu'on vous propose, c'est de faire un diagnostic du point de départ de votre exploitation. Où est-ce que vous en êtes? Et c'est à partir de ce diagnostic-là qu'on va pouvoir se dessiner les leviers d'action. Donc Adrien va nous présenter qu'est-ce qu'on retient du diagnostic des 1000 premières fermes, donc la première promotion du programme. Merci Romain. Voilà, donc là, on va parler un peu chiffres. Vous avez d'abord sur la gauche une carte qui représente les 1000 premiers diagnostics qu'on a réalisés avec la première promo. Vous avez en bleu les bovins laits, on voit que c'est surtout des Bretons. On a en rouge la viticulture, donc chaque point c'est une exploitation sur la carte. Donc la viticulture est plutôt basée en Occitanie et en région PACA. Et on a les points jaunes qui sont les agriculteurs qui sont en grande culture, qui sont répartis sur les 3 premières régions qui ont réalisé les diagnostics. Donc on a tout le Grand Ouest, toute l'Occitanie et la région PACA. Si on va sur le graphique d'à côté, vous avez chaque barre représente finalement le nombre de diagnostics qu'on a réalisé à ce jour par type de production. Donc on a d'abord les bovins laits, vous voyez que en orange ce sont les barres du total de nombre de diagnostics et en bleu c'est la part d'agriculteurs bio sur le total. Et donc on s'aperçoit que sur les 1000 premiers diagnostics, statistiquement là où on a le plus de diagnostics c'est en bovins laits, on voit qu'on en a à peu près 400, qu'on a aussi 200 agriculteurs qui sont des viticulteurs. Et on a une centaine d'agriculteurs qui sont en grande culture. On a le reste des productions qui sont couvertes, mais qui sont plus minoritaires en nombre de diagnostics, en nombre de fermes pour l'instant, puisqu'on n'a que les 1000 premières exploitations qui ont réalisé leur diagnostic. À terme, on aura statistiquement plus de choses à dire d'ici l'été, avec les 3000 diagnostics qu'on aura réalisés. Donc là, on vous propose un focus sur les 3 types de production majeurs en termes de nombre de diagnostics réalisés.
On a d'abord un premier zoom sur les bovins laits qu'on vous souhaitez vous faire. Et donc ça, c'est le camembert qu'on vous présente ici, c'est finalement l'état des lieux de la consommation de l'énergie moyenne d'une ferme en bovin lait sur notre échantillon. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais on a pas mal d'agriculteurs bio représentés dans cet échantillon. Sur les 400, on a une grande majorité d'agriculteurs bio, ça à avoir aussi en tête. On prend d'abord le premier chiffre qui est au milieu du camembert, hein, parce qu'il y a pas mal d'informations sur ce graphique. Donc une ferme laitière, en moyenne dans notre échantillon, elle consomme 350 000 kWh par an. Qu'est-ce que c'est? Parce que les kilowattheures, c'est pas si simple que ça à comprendre ce que c'est. Si on le traduit, si on prend l'hypothèse, en moyenne, en France, un habitant, il consomme entre 2500 et 3500 kWh par an dans son foyer. Donc vous voyez, 350 000 kWh pour une ferme laitière, ça correspond à peu près à une centaine ou 150 habitants en termes de consommation d'énergie. Voilà, pour vous donner un peu le cadre. Juste en dessous, vous avez, pour produire 1000 litres de lait, combien il faut? C'est un peu plus de 1000 kWh. Et ça encore, qu'est-ce que c'est? C'est à peu près la consommation d'un radiateur en fait, sur une année, pour vous donner une idée. Ensuite, on va regarder la répartition en fait, de ces 350 000 kWh par grand poste d'énergie. Donc on a d'abord l'énergie directe et l'énergie indirecte. Donc si je parle d'abord de l'énergie directe, on voit en marron, ça nous saute aux yeux, ça fait 34%, c'est tout ce qui est carburant. Donc c'est une part importante en fait, de la consommation des fermes en bovin lait, notamment pour réaliser les travaux fourragers, hein, et puis aussi pour tout ce qui est manutention et alimentation dans le bâtiment d'élevage. Si on regarde le deuxième poste important sur les consommations dites directes, c'est ce qui est en jaune, c'est l'électricité. Et donc ça représente 12%. Donc vous voyez que sur énergie directe, si on prend les carburants plus l'électricité, on est à peu près à la moitié de ce que consomme une ferme, c'est ça. Sur l'électricité, c'est une part aussi importante, notamment sur le bloc traite, hein, tout ce qui est tank à lait, chauffe-eau, pompe à vide, et également tout ce qui est fonctionnement des bâtiments d'élevage. Si on regarde maintenant les énergies dites indirectes, ça représente aussi 50% et qui sont réparties d'une manière un peu différente. On voit qu'en bleu, là, vous avez une part qui est très importante, qui est l'aliment du bétail. Jean-Luc nous en a parlé tout à l'heure. Donc ça représente un tiers en fait, du camembert, notamment pour des achats de fourrage et puis des achats de concentrés. Enfin, en violet, vous avez les engrais. Donc c'est la part intrant fertilisation des fourrages, des surfaces fourragères et puis aussi des cultures, qui représentent quand même presque 20% du total. Voilà, donc là vous avez une image de la répartition par grand poste. J'ai pris le temps là de bien vous expliquer parce qu'après ce sera toujours à peu près les mêmes graphiques. Ici vous avez la même chose, mais c'est les leviers. C'est les leviers qu'ont choisi nos agriculteurs en bovin lait. Voilà comment ça se répartit. Et on voit que ça, c'est les gains d'énergie, comment ils se répartissent par grand poste d'énergie. On va faire la même chose. Globalement, au total, sur nos 400 fermes en bovin lait, on arrive en moyenne à avoir 11% d'économie d'énergie sur une ferme. Ce qui représente 38 000, 40 000 kWh par ferme. Là, même chose, les leviers qui ont été choisis sont par exemple dans le marron, vous avez tout ce qui est carburant. Donc pour en citer quelques-uns, mais nos animateurs et animatrices vont vous présenter concrètement plutôt les choses après de ce qui a été choisi par les agriculteurs. Parce qu'il y a 250 leviers qui sont actionnables par les agriculteurs et en moyenne, c'est une dizaine de leviers qui sont choisis hein, dans les groupes de bovins lait. Et donc sur le GNR, le carburant, il y a le banc d'essai moteur, l'éco-conduite et aussi par exemple, pour en citer qu'un autre, la réduction du travail du sol. Donc ça c'est une grosse part importante. Sur la partie électricité, si on reste sur les énergies directes, on est sur le bloc traite. Donc là, il y a plein de choses à faire sur le matériel, sur toute la salle de traite. Je ne passe pas du temps dessus, mais vous avez la liste. Et sur les énergies dites indirectes, vous avez les engrais. C'est plutôt mieux piloter la fertilisation via des outils d'aide à la décision. Et également, par exemple, intégrer des légumineuses dans son assolement et réfléchir un peu à réduire en fait les engrais qui sont utilisés au travers de ces solutions-là. Sur l'autonomie fourragère quand même, on a aussi 17% qui sont réalisés puisque sur les bovins laits, il y a quand même un enjeu sur optimiser les quantités de concentré et gérer le pâturage avec plus d'herbes et plus de pâturage de manière générale. Ici, vous avez une autre représentation et on met en regard finalement les leviers. C'est tout ce qui est les barres hachurées par rapport à la consommation. Donc là, on est en total.
et donc et par grand poste d'énergie. Et on se rend compte que bon an, mal an, pour chaque poste, donc en marron, toujours c'est les mêmes couleurs, GNR, engrais, électricité, aliments du bétail en bleu, on arrive à peu près les 15% qu'on s'était fixés au global, et ben on les retrouve, on arrive à faire 15% d'énergie sur chaque grand poste. C'est pas toujours le cas selon les productions, c'est pour ça que là, ici en tout cas en bovin lait, on arrive à travailler sur tous ces postes-là. Ce qu'on voulait aussi vous dire, c'est qu'est-ce que ça représente en termes d'euros. Peut-être ça parle aux agriculteurs quand on parle de marge brute, par exemple, sur un blé. Moi j'avais en tête, voilà, une marge brute sur un blé, c'est à peu près 600 euros de l'hectare en moyenne, en fonction des années bien sûr. Et ben là, on arrive à peu près, en faisant 15% d'économie d'énergie et en choisissant une dizaine de leviers par ferme bovin lait, on arrive à faire entre 50 et 100 euros à l'hectare d'économie. Voilà, pour vous donner un point sur ce sujet-là. Mais toutes les fermes ne sont pas égales à la moyenne, et donc il y a une très grande dispersion effectivement des résultats. Vous l'avez, chaque point là est une ferme, en distinguant les conventionnels et les bio pour les couleurs. Et donc sur les deux axes de graphique que vous avez, donc l'axe en bas, l'axe des abscisses, donc on a la production laitière totale de l'exploitation agricole qui est exprimée en milliers de litres de lait. Donc grosso modo, l'essentiel des fermes est entre 200 et 400 milliers de litres de lait. Produit, et puis bien sûr la ferme extrême entre guillemets, on a à plus de 1 million de litres de lait. Et dans l'axe partie verticale, l'axe des ordonnées, donc on a la consommation d'énergie qui est la consommation d'énergie pour 1000 litres de lait. On voit qu'on a une forte dispersion bien sûr de résultats, donc de manière un peu macro. Et cette dispersion, je dirais, elle vient, on avait eu l'occasion déjà de le travailler dans des enquêtes, dans les travaux sur les références planètes des années 2010, par là. Elle vient à la fois du type de système de fourrager qui est mis en place. Donc là, grosso modo, la proportion d'herbe et de maïs dans les systèmes fourragers et la manière dont on gère effectivement et l'herbe et le maïs. Ça vient aussi de la partie production de lait par vache, l'intensité entre guillemets de la production laitière. Entre des fermes à 5000 litres par vache, 5000 kg et des fermes à 10 000, on n'a pas tout à fait les mêmes compositions dans les intrants qu'on utilise pour produire ces litres de lait. Puis après, il y a la partie qualité fourragère et quantité de concentré par vache, qui sont deux facteurs explicatifs. On a forcément, en fonction là aussi de la production, on ne peut pas mettre la même quantité, entre guillemets, en particulier de concentré. Il y a aussi l'autre paramètre qui va jouer entre autres sur le carburant, mais pas que, la pâture versus alimentation à loge. On le sait, dans les exploitations d'élevage, en particulier de bovins, l'alimentation à loge avec des systèmes tracteurs GNR consomme beaucoup de carburant, et ça peut aller jusqu'à la moitié de la consommation de carburant, ça devient important. Et bien sûr, la pâture, à l'inverse, consomme beaucoup moins de carburant ramené à la production. Et puis enfin, le dernier facteur explicatif qui n'est pas neutre, c'est aussi les effectifs animaux. Comment, en fait, là, on a fait une analyse un peu macro, un peu rapide sur ramener à la vache laitière au litre de lait produit. Mais on sait aussi que si on a des réformes, si on a effectivement des renouvellements et des réformes engraissées, etc., si on a beaucoup de jeunes, entre guillemets, dans l'effectif, c'est des animaux qui, entre guillemets, ne sont pas productifs, tout au moins pas pour l'instant. Ça fait partie du renouvellement, mais qu'il faut nourrir et donc sur lequel on va dépenser, entre guillemets, des carburants, pas d'électricité parce que c'est des animaux qui ne sont pas à la traite, mais des concentrés, etc. Voilà. On a encore 2 zooms à vous présenter sur les grandes cultures et sur la viticulture. Je vais passer plus vite parce que maintenant c'est les mêmes graphiques, mais quand même pour vous présenter un peu les résultats de manière macro. Donc là vous avez les grandes cultures, donc sur une centaine de fermes en grande culture réparties sur nos 3 régions. Une ferme en grande culture en moyenne dans notre échantillon, c'est 780 000 kWh par ferme. Le gros en fait de la consommation d'énergie dans ces fermes-là, c'est les engrais, c'est le post-engrais pour la fertilisation des cultures. Et on a aussi le GNR, tout ce qui est carburant, qui représente quand même un quart de la consommation globale. Vous avez un petit peu d'aliments du bétail, puisque dans notre échantillon, on a certains qui sont en grande culture et aussi qui ont un deuxième atelier en bovin-viande, c'est pour ça qu'on a du bleu. Les leviers qui sont choisis, c'est majoritairement, vous voyez le marron, des leviers sur le carburant. Donc sur réduire notamment le travail du sol, sur l'autoguidage GPS, sur le banc d'essai moteur l'éco-conduite par exemple. Forcément, même chose sur les engrais, puisque c'est le deuxième poste aussi très consommateur. Et donc là, c'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, des meilleurs pilotages de la fertilisation, d'optimisation, les formes d'engrais, mettre des couverts, des légumineuses et aussi mettre réfléchir à la rotation dans les systèmes, sur intégrer des cultures qui demandent moins d'intrants et donc moins d'engrais. Et donc ça, c'est une autre manière de faire aussi des économies d'énergie.
Ces groupes-là, ils arrivent à faire 15% d'économie d'énergie au global. Voilà ce que ça représente. Donc là, c'est un petit peu différent. Sur les postes, on voit que là où on arrive à faire le plus d'économie d'énergie, c'est surtout sur le poste carburant et engrais, mais sur l'électricité aussi, et un peu moins sur le reste. Globalement, c'est à peu près la même chose en termes d'euros. On arrive à une 50aine d'euros par hectare pour, pareil, 10-15 leviers activés dans ces fermes-là. Et ce qui intervient dans la variabilité à l'échelle des exploitations, dans le même groupe de production, donc là vous avez la consommation d'énergie en mégajoules par tonne de céréales, et dans l'axe des abscisses, c'est la production en tonnes de céréales. Donc là, les facteurs principaux de variabilité dans les systèmes céréaliers, c'est la composition de l'assolement, les rendements. Par exemple, des systèmes céréaliers, blé, maïs, produisent 100 quintaux par hectare dans les régions favorables, tout au moins. Mais quand on fait du tournesol, quand on fait du soja, etc., on a des rendements qui sont beaucoup plus faibles, 20, 30, 40 quintaux suivant les cultures. Ça compte aussi parce que si on a des couverts végétaux, c'est un facteur de variabilité, mais des couverts végétaux vont engendrer aussi des consommations supplémentaires, en particulier pour implanter ces couverts végétaux et les détruire mécaniquement de manière générale, là aussi, plutôt que chimiquement. Donc ça engendre aussi des dépenses d'énergie qui ne sont pas dans la production. Et puis derrière, on retrouve les leviers qui ont été travaillés sur les pratiques culturales, l'importance du labour, de moins en moins fréquent, les techniques culturelles simplifiées qui sont largement développées, et le semi-direct qui petit à petit se développe là aussi. On a aussi un dernier effet qui n'est pas neutre parce qu'on est sur la production végétale primaire, c'est l'effet géographique, l'effet type de sol, type de climat en local, et ça chaque année. Parce qu'évidemment, des rendements, ça varie tous les ans en fonction effectivement du climat de l'année et de la localisation dans laquelle on est. Je ne fais pas l'historique des impacts du climat sur l'agriculture, mais tous les ans, on a des problèmes, on va dire, dans certaines régions et d'autres qui passent à travers, et tant mieux pour elles. Vous proposez aussi un dernier zoom sur la viticulture. Même chose, donc là, ça représente une ferme en viticulture. C'est 90 000 kWh par ferme. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est plutôt des viticulteurs coopérateurs. Donc ils n'ont pas de vinification et de chai sur leur ferme. Sinon, la part électricité en fait augmente fortement, et notamment les autres intrants sur le côté vert pour l'embouteillage qui représentent plus. Ici, on voit que les gros postes de consommation d'énergie, c'est surtout les carburants pour toutes les opérations culturelles qu'il y a à faire dans les vignes. Et puis le poste achat d'engrais, puisqu'il faut beaucoup d'énergie pour produire des engrais minéraux notamment. Voilà, sur cette diapositive, et les leviers qui sont choisis, qui représentent le gros, c'est surtout sur le carburant, avec tout ce qui permet de réduire la consommation de GNR dans le tracteur, que ce soit sur vendre ses moteurs éco-conduite ou réduire le nombre de traitements phyto avec de la confusion sexuelle, des choses comme ça, ou changer un peu le travail du sol en interrang, ou faire des combinaisons de travail du sol sur le rang et aussi en interrang en même temps, en combiné. Voilà, et globalement, vous avez la même chose. Donc nos viticulteurs, ils arrivent à faire 11% d'économie d'énergie, et ça représente en fourchette 75 € d'hectare. Et toujours pareil, variabilité des consommations d'énergie en mégajoules par hectolitre. On l'a traduit comme ça plutôt que par kilo de raisin, parce que derrière, il y a une transformation assez simple, kilo de raisin moyen en hectolitre de vin. Les facteurs explicatifs, les pratiques culturelles, là aussi, travail du sol, gestion de l'enherbement, et on l'a vu, l'importance du carburant. En versus de ça, la protection phyto, la manière dont on fait la protection phytosanitaire donc sur les vignes. Et puis l'effet climat de l'année aussi, qui impacte à la fois les rendements et à la fois l'intensité d'intervention dans les parcelles, donc le nombre de traitements, etc. Voilà. On passe à l'avant-dernière partie de cette conférence avec du coup maintenant des retours d'expérience au plus proche du terrain de 3 animateurs donc, qui font partie de la première promotion, donc, qui animent les 1000 premiers agriculteurs du programme Fabacé, avec du coup un représentant, on a bien fait les choses, de chacune des productions sur lesquelles on a fait un focus, et je laisse Judith commencer ce partage d'expérience. Bonjour, donc Judith Domians, je suis technicienne et animatrice de groupe Fabacé en Ille-et-Vilaine. Donc je travaille à AgroBio 35, qui est le groupement des agriculteurs et agricultrices bio d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Et j'anime 2 groupes Fabacé. Donc le premier, c'est un groupe laitier assez classique dans nos systèmes bio, donc des systèmes herbagés, bitraite en vache laitière.
Et le deuxième groupe qui est affiché là, c'est des exploitations un petit peu plus mixtes. Donc on a des fermes spécialisées en bovin lait, d'autres en brebis laitières, certaines qui ont de la transformation à la ferme, certaines qui sont en monotraite. Donc ça fait une grosse hétérogénéité dans les types de consommation et le volume des consommations d'énergie. Voilà, quand on regarde les profils de consommation d'énergie de ces fermes, alors on a expliqué tout à l'heure la différence entre énergie directe et indirecte. Là, on est sur des fermes qui sont plutôt autonomes et économes, donc qui utilisent peu d'intrants. Et donc, assez logiquement, on se retrouve avec un profil de consommation d'énergie avec davantage de consommation directe. Donc, les principales consommations chez nous, ça va être le carburant et l'électricité. Donc, on a choisi de travailler là-dessus en priorité. Voilà, c'était pas évident. On est sur des fermes qui sont plutôt sobres en énergie. Mais on a quand même trouvé pas mal de leviers sur lesquels travailler. Donc on a construit des projets d'économie d'énergie où là sur ce groupe on arrive à quand même 18% d'économie d'énergie. Donc pour donner un petit peu concrètement des idées de ce sur quoi on va travailler, d'abord sur le carburant, on a prévu 3 actions pendant l'année. Alors on a commencé l'année avec un banc essai moteur. C'est un dispositif qu'on installe sur les tracteurs qui permet de faire une sorte de diagnostic de santé du tracteur et en fonction de ça, d'aller chercher des leviers dans l'éco-conduite pour optimiser sa conduite en fonction des caractéristiques du tracteur. On a aussi eu une formation sur l'éco-conduite et les autres leviers qui permettent de réduire les consommations de carburant au champ avec le réseau des CUMA. Et on a construit une méthodologie pour suivre les consommations de carburant pendant l'année. Donc toutes les fermes du groupe vont se prêter au jeu. On va avoir un tableau pour essayer de comptabiliser pendant l'année, selon les opérations qu'on fait, quel est le volume quel est le volume de carburant en face. Et d'aller regarder quels sont les facteurs qui vont jouer sur ces consommations. Donc le type d'opération culturale, la distance à la parcelle, le lestage du tracteur, la pression des pneus, voilà, des choses très spécifiques. Et en fonction de tout ça, on va faire une grosse analyse et essayer de passer à l'action. Donc, par l'éco-conduite, bien sûr, ça c'est le levier le plus simple vers lequel aller, mais aussi aller chercher des leviers un petit peu plus systémiques sur la ferme. Donc, par exemple, avec des échanges parcellaires, avec la réduction du travail du sol, les itinéraires culturaux, etc. Donc, voilà pour la partie carburant. Notre deuxième grosse thématique cette année, c'est l'électricité. Et donc là, on commence aussi avec une formation théorique sur quelles sont les consommations d'électricité sur les fermes laitières. Ça, on l'a fait aussi en début d'année. Et donc, on sait aujourd'hui que les 3 principaux postes de consommation, c'est le temps qu'elle est, donc pour refroidir le lait de 35 degrés à 4 degrés dans un temps réduit. Le deuxième poste de consommation, c'est l'eau chaude sanitaire pour nettoyer la salle de traite et tout le matériel. Et le 3e poste de consommation, c'est la machine à traire, donc faire fonctionner une pompe à vide pendant la durée de la traite. Voilà, on sait aussi quels peuvent être les leviers derrière. C'est aménager la laiterie, donc ça nécessite même pas d'équipement supplémentaire à acheter et on peut déjà réduire de 25% les consommations d'électricité sur sa ferme. On peut aussi installer un pré-refroidisseur de lait, donc ça c'est 50% d'économie d'électricité. Ou encore mettre un récupérateur de chaleur. Et donc ça, c'est 70% d'économie d'énergie. Voilà, mais chaque ferme va avoir un profil de consommation d'électricité qui est différent selon la disposition de sa laiterie, selon si elle fait de la transformation ou non, selon si elle est en monotraite ou non. Et donc, on va aussi faire des diagnostics de consommation d'électricité sur les fermes pour mieux comprendre les consommations avant d'installer des équipements ou de choisir les bonnes pratiques. Voilà, donc ça concrètement, ça veut dire poser des sous-compteurs sur le tableau électrique et pendant une certaine durée, analyser la consommation d'électricité. Voilà pour nos 2 gros sujets et en plus de ça, on a choisi de travailler sur le sujet des plastiques. Alors là, on est sur une énergie indirecte, donc de l'énergie qui est utilisée pour extraire le pétrole, le raffiner, le transformer en plastique et ensuite l'amener jusqu'à la ferme avec tous les intermédiaires qu'il y a entre le puits de pétrole et la ferme. Et ce plastique, sur une ferme laitière, il sert essentiellement au stockage des fourrages, donc les bâches d'ensilage et les films d'enrubanage.
Et là, c'est un sujet qui est un petit peu plus exploratoire. On a du mal à savoir comment faire sans ce plastique. Donc, a priori, on va faire un voyage étude pour aller voir des solutions qui sont développées en France et en Belgique, avec par exemple des couvertures de silos qui sont en minéral ou végétal, des bâches d'ensilage réutilisables d'une année à l'autre, avec un rouleau qui permet aussi d'avoir une utilisation un petit peu plus ergonomique que les bâches d'ensilage classiques qu'on connaît. Il y a aussi le séchage de foin en bottes, qui est assez intéressant parce que là c'est du zéro plastique et c'est des équipements qui sont moins coûteux que le séchage en grange. Et on a aussi des expérimentations sur l'enrubanage avec moins de couches de plastique que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, on va aussi travailler sur les effluents. Les effluents qui, en élevage biologique, ne sont pas un intrant parce que voilà, on a ni importation d'engrais minéral et généralement on est aussi autonome sur les effluents, sur la matière organique. Mais il faut imaginer quand même ça comme un volume d'énergie donné qu'on va restituer à la terre, donc c'est précieux, faut l'optimiser. Et donc pour l'optimiser, ça se passe déjà au stockage, ne pas avoir de pertes pendant ce stockage-là, et ensuite pendant l'épandage, l'épandre correctement, c'est-à-dire au bon moment et avec les bons équipements. Voilà. Et puis si on a le temps, on verra, il y a une autre thématique qui nous intéresse qui est celle de l'autonomie mécanique. Donc on est sur des fermes autonomes mais on peut aller toujours plus loin. Et donc là c'est le sujet des low-tech. Ce qu'on voit c'est que sur les fermes parfois on surconsomme aussi parce que les équipements ne sont pas adaptés, ils sont surdimensionnés par rapport aux besoins de la ferme. Donc la première étape c'est de comprendre la machine, pour mieux la choisir, mieux la réparer, voire parfois la fabriquer. Voilà. Merci Judith. Juste avant de passer la parole à William, est-ce que tu peux nous dire si ça a été plutôt facile de converger sur les leviers que tu nous as présentés? Alors tu avais un groupe relativement homogène. Comment ça s'est passé cette définition du plan d'action? On le rappelle, c'est un plan d'action qui est partagé, c'est vraiment le groupe qui s'engage sur des leviers, c'est pas de l'accompagnement individuel, on n'avance pas en solo, on avance groupé dans Fabassé. Je dirais que ce qui a facilité le travail, c'est justement ces diagnostics, je diagnostique ma ferme qu'on a fait avec toutes les fermes du groupe. Où à la suite de ça, moi j'ai fait une formation, j'ai donné une formation aux agriculteurs pour leur montrer les chiffres qu'on avait. Et donc le constat était partagé sur quels sont les principaux postes de consommation. Donc carburant, électricité, on a aussi les aliments, mais on travaille déjà beaucoup dessus avec des systèmes herbagés. La thématique qu'on travaille depuis des années avec nos éleveurs et éleveuses, c'est le pâturage. Et donc c'est arrivé un peu comme une évidence d'aller sur des sujets plus nouveaux pour les groupes, donc le carburant et l'électricité. Et après, ce qui était un petit peu plus difficile, c'était de voir les consommations indirectes. Parce que quand les agriculteurs et agricultrices se sont engagés dans le programme Fabassé, qu'on leur a parlé énergie, dans leur imaginaire, c'était plutôt les énergies directes. Et donc, montrer des chiffres sur quelles sont les consommations d'énergie qui sont liées, par exemple, au plastique, ça fait écho à une sensibilité qu'ils ont déjà sur des élevages bio en lien avec une cohérence environnementale globale. Ils se disent en plus il y a une consommation d'énergie qui est très importante. Maintenant c'est prioritaire qu'on aille travailler là-dessus. Vous avez pu quantifier les choses et ça fait un peu un déclic supplémentaire sur quelque chose qu'on avait du mal à matérialiser. Okay. Merci. William, sans transition. On descend un peu plus au sud. Merci Romain. Oui, donc je suis William Boling, je suis responsable vignoble d'une cave coopérative qui s'appelle Maison Ciné, qui est située dans le nord du Gard. C'est une cave qui regroupe 120 exploitations viticoles sur à peu près 2000 hectares et qui produit principalement sur des zones AOP. Nous, quand on a rejoint le projet Fabassé, ce qui nous a motivés dans le projet, c'était la recherche de vrais résultats. L'idée, c'est pas uniquement de faire des essais à la marge, mais d'avoir un impact réel. Et l'idée de développer le projet sur la cave, c'était aussi à l'échelle de la cave, d'avoir aussi un impact. Donc, dans la structuration des deux groupes d'exploitation, on essaie aussi d'être représentatif de la cave. Donc, on a 14 exploitations dans chaque groupe. Elles représentent à peu près 1000 hectares, donc environ la moitié des surfaces de la cave. On a des exploitations de taille très variable. On a des exploitations qui font 20 hectares, des exploitations qui font 100 hectares. On a des gens qui sont en bio, des gens qui sont en HVE. On a du matériel très hétérogène, des gens qui ont des matériels récents, des gens qui ont du matériel plutôt ancien.
Et donc ces groupes, en fait, malgré leur diversité, ils ont quand même des points communs. Le premier qui revient souvent, et on le voit très bien sur les diagnostics, c'est la dépendance au matériel mécanique motorisé. Et le deuxième, c'est, et ça je pense qu'Adrien en a déjà parlé, mais c'est le fait qu'on est sur une cave coopérative. Et donc dans les diagnostics qu'on réalise, on exclut de facto tout ce qui va être lié à la vinification, au conditionnement et à la commercialisation du vin. Ce qui fait que la proportion des choses liées à la consommation d'énergie, elle va être plus liée au vignoble et ce qui se passe au vignoble. Et donc très rapidement, les diagnostics, ce qu'on voit, c'est que sur la cave aujourd'hui, on est à plus de 75%, non, c'est bon, 75% d'énergie qui sont liées vraiment à la consommation de GNR. Donc c'est le poste clé, hein, c'est bien évidemment le poste sur lequel il faut être amené à travailler pour faire des économies d'énergie. Et on a une petite proportion aussi sur la partie engrais. On voit qu'elle est très faible par rapport à ce qu'a pu présenter Adrien. Ça, c'est certainement lié au fait qu'on est dans une zone AOP et que dans les zones AOP, on a une productivité moindre, on est sur des systèmes extensifs et on a moins besoin d'avoir recours à de l'engrais pour pouvoir obtenir les niveaux de production qu'on recherche. Donc par rapport à ça, en fait, le levier, l'idée, c'est de cibler le levier GNR, bien évidemment, et c'est ce qu'on a fait. Et l'autre point, c'est que dans le contexte viticole actuel, l'idée, c'était d'aller chercher des leviers qui soient les plus simples et les plus efficients possibles, sans rentrer dans des leviers qui pouvaient être plus complexes à déployer et qui pouvaient également impacter la production en termes de risque-prix en déploiement. Donc, bien évidemment, on est parti sur les deux leviers qui ont déjà été évoqués avant, qui sont le banc essai moteur et l'éco-conduite, qui sont deux leviers qui sont très performants et qui permettent vraiment d'obtenir des économies et qui sont en plus très interconnectés l'un et l'autre. Ce choix-là, en fait, il a été relativement simple. Romain posait la question de comment est-ce qu'on génère une dynamique. On a pris le problème un petit peu à l'envers. On est une cave coopérative, on connaît déjà tous les viticulteurs, tous les agriculteurs qui sont dans la cave. Et au moment du recrutement, étant conscient du fait qu'on allait devoir utiliser ces leviers-là, on l'a mis comme prérequis pour rentrer dans les groupes. Il fallait qu'ils s'engagent à rentrer dans les groupes en mettant en place ces deux leviers-là, ce qui nous a simplifié ensuite le travail et qui a permis d'une part d'avoir toutes les exploitations qui travaillent sur les mêmes leviers, d'avoir un maximum de tracteurs sur ces leviers-là, puisque c'est le nombre d'heures de tracteurs qui vont générer l'impact du passage sur les bancs essai moteurs. Et l'autre avantage, c'est que ça nous a permis d'aller très très vite. Parce que là où je vous parle, en fait, on a déjà fait toutes les co-conduites et tous les bancs essai moteurs de tous les tracteurs engagés dans le projet. Concrètement, comment ça s'est déployé? On a fait passer 70 tracteurs sur le banc essai moteur en 2 sessions, une en novembre dernier et une en janvier. Ces 70 tracteurs, ils représentent à peu près 30 000 heures de travail. Donc ça commence à être des volumes assez importants. Le banc d'essai moteur, il permet quoi? Il permet donc en connectant le tracteur sur un gros frein et en analysant en parallèle le débit de GNR du tracteur, de se rendre compte de la performance du moteur. Ça donne des repères qui sont spécifiques et qui sont vraiment liés au tracteur. Quelle que soit la même marque de tracteur, en fait, le même tracteur passant sur le banc peut avoir 2 réactions complètement différentes. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça permet de détecter éventuellement des biais qui existeraient au niveau du tracteur, qui n'auraient pas été détectés, parce que c'est des choses qui sont un peu progressives et qu'on ne voit pas forcément s'installer. Et on a un exemple, c'est qu'un des tracteurs qui était passé sur la première session de banc essai moteur semblait montrer des anomalies au niveau des systèmes de filtration du carburant et au niveau du filtre à air. Le viticulteur a corrigé le problème, a fait les maintenances nécessaires, et on l'a fait repasser sur la deuxième session de banc essai moteur. Et en fait, les résultats, ils sont assez fous parce qu'on ne pensait pas que ce serait à ce niveau-là. Le tracteur, en puissance maximum, il a gagné 20 chevaux. Il est passé de 60 à 80, ce qui était même plus puissant que ce pourquoi il avait été vendu à la base. Mais le truc qui est vraiment intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, la réduction de la consommation instantanée de carburant, elle est descendue de 20%. Donc d'une part, on est beaucoup plus efficace et en plus, on consomme beaucoup moins d'énergie. Donc ça, c'est des trucs concrets qu'on voit quand on fait passer des bancs essai moteurs. Sur la partie éco-conduite, qui a été menée en parallèle du banc essai moteur. Cette formation, en fait, elle a touché les 28 exploitations, soit directement les gérants d'exploitation, soit leurs tractoristes. C'est un projet qui a été mené, en tout cas une formation qui a été proposée par la Chambre d'agriculture du Gard. Et c'est un point vraiment intéressant. Moi, j'anime beaucoup de groupes et on se rend compte que quand on anime des groupes, c'est souvent difficile de faire venir des agriculteurs, des viticulteurs, dans une salle pendant quelques heures. C'est encore pire quand c'est une journée.
Et là, c'était une journée, et les exploitants sont, à ma surprise, j'étais le premier à être surpris, sont ressortis de là vraiment intéressés, vraiment, ils avaient appris des choses, ils avaient une meilleure compréhension des outils, et en plus la sensation d'avoir repris la main sur la consommation, de savoir vraiment plus concrètement comment faire les choses. Ils les intuitaient, mais en fait ils n'avaient pas les éléments pour pouvoir vraiment travailler dessus. Et le fait de chiffrer comme ça l'information, ça a permis vraiment de leur mettre le doigt sur les choses qu'ils imaginaient et de les chiffrer. Pendant cette formation, pour vous donner un exemple, il y a un système embarqué qui est mis sur les tracteurs et qui permet de faire des simulations. Par exemple, on met sur ce système sur un tracteur et on va lui demander de faire un aller-retour sur la route en ayant 2 régimes moteurs différents et 2 vitesses différentes. Et ensuite, en salle, il compare ce que ça a impacté en termes de consommation. Et les différences, elles vont du simple au double, en fait, pour gagner quelques minutes sur un trajet. Vous en avez, je pense, tous déjà fait l'expérience quand vous conduisez une voiture. Hein, quand on se met à 130 ou à 110, on consomme de façon vraiment différente et c'est pas juste 10% de différence. Et l'autre intérêt de la formation que j'ai pu voir et qui est un peu indépendante du côté vraiment technique, c'est le fait que ça a fédéré le groupe autour du projet. Comme ils ont tous vu un intérêt à faire ça, d'un seul coup, l'intérêt de la formation, c'est l'intérêt du projet. Et si la formation est intéressante, c'est que le projet est intéressant. Et donc on a créé comme ça, grâce à cette petite formation d'une journée, une vraie dynamique collective sur le projet avec les adhérents. Et ça permet d'installer aussi une logique de partage et de progression partagée. Donc à partir de là, on a réalisé ces 2 leviers. En fait, on ne va bien évidemment pas en rester là. Il y a une partie sur l'engrais que je mettrai de côté pour le moment, mais sur la partie carburant, l'idée, ça a été d'installer les fameux boîtiers de suivi de consommation en temps réel sur des tracteurs du groupe, en essayant d'être représentatifs, et de les faire tourner sur une année, afin d'évaluer les différences d'usage et leur impact sur la consommation de GNR et les pratiques culturelles. Ce que disait Judith à l'instant. L'idée, c'est qu'une fois qu'on aura toutes ces données-là, on pourra faire des retours d'expérience vraiment concrets au niveau des exploitations, sur leurs parcelles, avec leur matériel, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils ne consomment pas, et quelles sont les pratiques qui ont plutôt un côté vertueux, en fait. Donc, parmi les choses qu'on pourrait être amenés, nous, à mettre en place sur la cave vis-à-vis de ça, c'est de travailler plus sur la gestion du sol. On a recours très fortement au travail du sol en contexte viticole méditerranéen. Peut-être qu'il y a moyen de moins le travailler ou de travailler différemment. Ça ouvre la porte aussi sur des choses de manière un petit peu plus large, sur la partie vie des sols. Comment est-ce qu'on fait pour faire vivre le sol et permettre, in fine, à avoir des systèmes de culture. Donc, en partant vraiment de la résilience énergétique, arriver à des systèmes de culture qui soient plus résilients d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue climatique. Moi, en conclusion, par rapport à ça, le projet Fabacé, pour moi, il agit comme un facilitateur au déploiement de leviers qui sont très simples à mettre en place, en tout cas pour le cas de figure de la viticulture en contexte AOP. Mais ceci dit, c'est aussi un pied à l'étrier. Et pour reprendre un petit peu l'image du banc essai moteur, pour moi, le Fabacé, ça agit un peu comme une prise de force. C'est ce qui va permettre d'amener un projet de résilience énergétique à un projet de résilience tout court, et pour aller encore plus loin dans la résilience des exploitations vis-à-vis de tout ce qui les entoure, économiquement ou au niveau du climat. Merci William. Et pour terminer sur un 3e retour d'expérience, Paola, on t'écoute. Merci. Bonjour, moi c'est Paola Sébert, j'anime 2 groupes d'agriculteurs pour la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne. J'ai un groupe d'éleveurs situé dans le Comminges, donc dans le début des Pyrénées, avec des éleveurs de bovins lait, bovins viande, ovins lait, ovins viande, éleveurs équins, donc très hétérogène. Mais là, je vais surtout vous parler du groupe Grande Culture. Donc là, c'est un groupe de 10 exploitations de céréaliers dans le Lauragais. Donc ça se situe dans l'est toulousain. Donc c'est situé sur des coteaux, donc des parcelles en pente argilo-calcaire. Sur ces 10 exploitations, on en a une qui est en élevage porcin. Donc ce qui a vraiment été très intéressant au démarrage, c'est de faire ces diagnostics énergétiques. Donc je me suis rendue chez chaque agriculteur pour qu'on fasse vraiment l'état des lieux de tout ce qui a été consommé en intrants sur une année. Et là, ça a permis de prendre du recul et de se dire, ok, bon, sur mon exploitation, j'ai ce profil de consommation-là avec ce premier poste de consommation, ce deuxième poste, etc., etc. Et là, ce qu'on voit, le résultat, donc avec plus de 50% de consommation sur tout le groupe en engrais,
c'est le profil, on va dire, type de ces exploitations de grandes cultures sur des coteaux argilo-calcaires. Sur le groupe, j'ai 2 exploitations en bio, donc là on aura plus des profils quand même à consommation GNR. 3 exploitations qui pratiquent de l'irrigation, donc là on va être sur des valeurs un petit peu plus élevées en électricité. Mais sur ce profil-là, les 50% de consommation d'engrais, on les retrouve globalement dans ces exploitations en moyenne, suivi par le GNR, à peu près 20% de consommation sur chaque exploitation. Les aliments bétail, donc là ça va être vraiment lié à l'élevage porcin. Et ensuite un petit peu d'électricité et d'autres plastiques, produits phytopharmaceutiques. Une fois qu'on a ce constat-là, on a réuni les agriculteurs, on leur a présenté ces résultats, ça leur a permis de partager leurs propres résultats, de se comparer aussi avec des valeurs externes en France ou en Europe, et de se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Ils ont choisi de travailler sur la santé de leur sol. Parce que ces résultats-là, ça peut être un peu le diagnostic d'exploitation avec des sols où on a besoin de faire des apports en engrais azotés, parce qu'on a des sols qui vont être plutôt pauvres en matière organique, ce qui est typiquement le cas des coteaux argilo-calcaires du Lauragais. Donc, à partir de là, comment on fait pour travailler sur la santé de ces sols ? Pour travailler sur la santé de ces sols, on observe ces sols et on mesure ces sols. Donc, pour démarrer le plan d'action, on fait une campagne d'analyse de sol. Donc, on choisit des exploitations sur lesquelles on veut travailler parce qu'on a des rendements qui sont plafonnés ou alors des choses qu'on n'arrive pas tout à fait à expliquer, des besoins d'apport d'engrais azotés répétés au cours du cycle cultural. Donc là, on va venir faire ces analyses de sol. Une fois qu'on a ces résultats-là, on va venir faire des fosses pédologiques à visée pédagogique. C'est des trous dans le sol. Donc on va venir creuser à 2 mètres dans le sol et essayer de relier ce qu'on lit sur nos analyses de sol à ce qu'on observe réellement dans son sol. Et donc là, l'idée, c'est de vraiment comprendre la structure physique de son sol. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Sur cette parcelle-là, c'est une parcelle nue, qu'est-ce que je vois ? Sur cette autre parcelle, c'est une parcelle couverte, qu'est-ce que je vois ? Et comment ça se traduit chimiquement dans mon analyse de sol ? Comment ça se traduit dans la matière organique, le pourcentage de matière organique que j'ai ? Comment ça se traduit sur la masse de vie microbienne dans ma parcelle ? Une fois qu'on a fait ce travail-là, on va du coup accompagner les agriculteurs avec des experts du coup pédologiques, des experts du sol, et des experts agronomes, donc qui proviennent du réseau des chambres d'agriculture, sur comment, de 1, choisir des couverts adaptés à son sol, que ce soit des légumineuses, des crucifères ou autres, pour essayer de mieux valoriser l'azote de ces couverts-là, de travailler sur la structure physique aussi de son sol. Un sol couvert nous permet d'avoir moins de sols qui vont être à problématique hydromorphie ou alors des sols vraiment complètement noyés, etc. Et de 2, on essaye de travailler sur le travail du sol, essayer de réduire le labour, de ne plus avoir de labour systématique, également pour travailler sur la structure physique du sol. Une fois qu'on choisit du coup, qu'on fait un plan des couverts à apporter, qu'on fait un plan sur le travail du sol, qu'on comprend comment mieux optimiser ses apports azotés, on essaye d'aller sur les 15% d'économie d'énergie. Donc on attend un impact le plus important sur la partie engrais, donc que ce soit d'apporter au meilleur moment de valorisation ou de valoriser les engrais des couverts ou faire de l'apport de matière organique exogène. Donc là, c'est vraiment un plan sur le temps long. Certes, là, on va mesurer ce que ça va donner au bout de 3 ans du programme Fabacé, mais l'idée, c'est de se projeter sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, savoir si on arrive à reconstruire un sol, sa structure physique, si on arrive à remonter les taux de matière organique pour essayer de retrouver un sol un peu plus structuré et en meilleure santé. Donc là, sur la partie aliments, bétail aussi, on va essayer de travailler un petit peu sur l'autonomie de l'exploitation. Donc il faut aussi de la grande culture, essayer de valoriser le mieux possible ces cultures-là et ces prairies pour être le plus autonome possible. Et ensuite, bien sûr, du coup, sur le GNR, avec le travail du sol simplifié. Et voilà. Merci Paola.
En guise de conclusion, avant de prendre une ou deux questions, ouais, merci. Pour refaire un petit pas de recul sur donc ces 1000 premières fermes, cette première promotion de Fabacé que nous accompagnons de manière très opérationnelle depuis cet été, on définit des projets d'économie d'énergie dont l'objectif global d'économie est en ligne avec l'objectif qu'on s'est fixé pour le programme Fabacé, qui est d'économiser 1,29 TWh Qmax, c'est-à-dire les économies d'énergie qui sont cumulées sur 10 années d'exploitation sur les fermes. Pour vous redonner un point d'ancrage, 1,29 TWh, c'est 3% de la consommation annuelle de la ferme France. Jean-Luc nous a dit c'est 40 TWh tous les ans en France. Donc on est sur un montant ambitieux, mais qu'on commence à toucher du doigt avec justement cette première promotion qui a formalisé son projet. Donc on est très content de ça. C'est que le début de l'aventure, bien sûr, mais voilà, au moins sur le projet et sur l'ambition, on est aligné. Ce qu'on retient aussi des interventions, notamment William, c'est que Fabacé, c'est des leviers concrets, court terme, qui peuvent être vraiment un premier pied à l'étrier avant d'aborder des leviers qui sont sur le temps long, comme disait Paola. Et donc c'est ça qui est aussi très motivant en matière de dynamique de groupe. Les fameux passages au banc d'essai moteur, cette réflexion sur comment j'utilise mon tracteur. Rappelons-le, le GNR, il est partout. Le fuel, il est partout, hein, qu'on soit bovin, lait, grande culture, etc. C'est des premiers résultats très concrets dès le premier semestre pour un agriculteur qui rejoint le programme. Et donc c'est une belle articulation avec la suite, les autres leviers systémiques, réfléchir sur ses rotations, sur la façon dont on alimente son bétail, etc. Et qui, eux, on le sait très bien, vont nécessiter plus de temps. Mais voilà, donc c'est ça aussi qui est un signal fort et un signal de confiance et tourné vers l'action qui est permis par le programme Fabacé. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est cette spécificité du programme qui propose, à travers une entrée énergie, qui est un petit peu une première dans le monde de l'accompagnement agricole, cette entrée énergie permet tout de suite de donner une image quantifiée et de voir des choses qu'on ne voyait pas forcément quand on avait un angle d'attaque purement agronomique. L'exemple de l'empreinte des plastiques dans les fermes qu'accompagne Judith, c'est quelque chose qui saute aux yeux quand vous regardez le camembert. Et du coup, on se dit, là, il y a un truc qui est très complémentaire par rapport à d'autres dispositifs d'accompagnement sur lesquels les fermes peuvent être positionnées. Donc voilà, c'est une des spécificités aussi du programme et qui commence un peu à parler aussi aux agriculteurs. Donc ça, on est très content. Donc voilà, on vous donne rendez-vous cet été pour un complément d'analyse, puisque là, vous avez vu que la première promo, un tiers des 3000 agriculteurs que nous accompagnons. Donc on sera ravis de vous présenter une synthèse globale du point de départ de nos 3000 agriculteurs et de l'ambition cumulée des 3000 projets d'économie d'énergie qui sont portés par les 3000 agriculteurs du programme Fabacé. Donc rendez-vous cet été et bien sûr rendez-vous au prochain SIA 2027 pour d'autres nouveautés. Je remercie les financeurs, les 4 financeurs sans qui l'aventure ne serait pas possible et l'ensemble des pilotes régionaux qui permettent le déploiement du programme dans les régions, parce qu'on est vraiment un programme qui est ancré dans les 8 régions dont je vous ai parlé, et sans eux, on ne pourrait pas engager cette dynamique dans les territoires et au quotidien. Voilà, s'il y a une ou deux questions, je pense qu'on a 2 minutes de rab, donc on est à votre disposition. Oui, bonjour, je suis rédactrice en chef de la revue Biophile, revue spécialisée sur l'agriculture biologique. Je voulais savoir, vous comptez bien les engrais organiques dans la partie engrais? Oui. Et justement, dans ces groupes mixtes, conventionnels et bio, justement, vu que j'ai compris les leviers à choisir devaient être communs en groupe, et comme les bio, justement, sur la partie engrais, il y a peut-être un peu moins de... Pas pour le groupe qui est 100% bio, mais peut-être pour les autres, voilà comment ils arrivaient quand même à se mettre d'accord, en fait. Oui, c'est une très bonne question. Alors effectivement, la construction des plans d'action, elle a été collective, c'est-à-dire qu'on a fait ça. Ils ont fait ça tous ensemble, j'ai animé, ils ont été tous là. Ils ont choisi du coup les leviers qui étaient les plus adaptés au groupe. Par contre, les exploitations, là, typiquement en bio, qui ne sont pas forcément concernées du coup par les apports d'engrais azotés, ils vont travailler sur autre chose, ils vont plutôt s'orienter sur la partie GNR, travail du sol. Du coup, effectivement, ces exploitations-là ne vont pas forcément avoir les mêmes impacts au niveau du groupe. C'est-à-dire que les 15% d'économie d'énergie sur ces exploitations-là, on ne les aura peut-être pas.
mais ça va être les exploitations qui vont travailler vraiment sur les apports azotés qui vont apporter du coup cette moyenne au groupe de 15% en travaillant beaucoup plus sur ces apports-là. Donc c'est vraiment, même si le groupe est hétérogène et n'a pas tout à fait les mêmes systèmes de production, on arrive quand même à s'entendre. Il reste des agriculteurs qui font de la grande culture, ils travaillent leur sol, tous, donc ils arrivent quand même à s'entendre sur certains leviers qui leur ressemblent à tous. Eh bien merci, on conclut sur cette question. Merci pour votre attention et bonne continuation et bon salon 2026.